Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, Boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites. Septembre 2023, mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Grande Tribune, le dernier de la semaine. Eh bien, aujourd'hui, nous avons 3 journalistes chevaliers de la plume avec qui nous allons analyser les questions d'actualité. 3 sujets vont faire l'objet de cette émission. Premièrement, on se posera la question de savoir qui sont réellement les Wazalendo. Est-ce que le gouvernement va vite en besogne? L'abbé Chollet, le prêtre ou le politique? Voilà, vous posez également cette question certainement là où vous êtes. Affaire GLM, qu'est-ce qu'on en sait exactement au moment où nous parlons? Qu'est-ce que vous en savez également, vous à la maison? Merci de faire confiance à Congo Buzz. 3 invités, Monsieur Pascal Onge. Bonjour Monsieur Pascal. Bonjour Dan, merci pour l'invitation. Et voilà, une fois de plus, on se retrouve comme d'habitude, je veux le dire, pour analyser les questions d'actualité. Je veux rappeler ici que le dossier dont nous avons évoqué dernièrement ici en rapport avec l'Office congolais de contrôle, curieusement, rien n'a changé. Aujourd'hui, il y a des conteneurs qui quittent Matadi jusqu'à Kinshasa sans être contrôlés. C'est déplorable. On parle des trentaines à l'espace de quelques semaines passées ici. Et imaginez, nous avons évoqué cette question la fois passée, mais ça continue. Dernièrement, j'avais interpellé les services de sécurité pour que finalement on tienne compte de cet aspect, surtout en cette période avant les élections. Il y a un danger parce que on peut faire entrer dans la capitale du matériel très sensible. Là, je fais allusion aux armes, ainsi de suite. Alors, quand les agents de l'OCC ne font pas correctement le travail, moi je pense qu'il est temps qu'on revoie les choses. Et on avait bien réfléchi la fois passée, comme nous avons dit ici, lors du premier conseil. Les griefs ont été énumérés, les reproches ont été faits, les mesures ont été prises, mais malheureusement, pour des raisons, des appétits, je ne sais pas de quelle nature, et finalement, on n'a pas su respecter ces décisions du premier conseil. Et voilà, ça continue. J'ai eu des informations, une fois de plus, des syndicalistes qui m'ont appelé pas longtemps que ce matin, avant de venir à l'émission, pour me dire, Pascal, à ce stade, au moment où nous échangeons, nous sommes en train de déplorer parce qu'il y a des conteneurs qui ont quitté Matadi jusqu'à Kinshasa, qui ont pris une direction inconnue. Alors maintenant, le directeur de Matadi, au lieu que, à son niveau, il fait des investigations pour savoir comment ça s'est passé. Alors là, j'ai fait la déduction, j'imagine que probablement il peut être dedans, mais il aurait saisi la justice. Peut-être que ce n'est pas mauvais. Mais, en saisissant la justice, mais en fait, compte même si lorsqu'on vient découvrir que les conteneurs ont pris telle direction, mais le matériel qui était dedans sera déjà déchargé, sera déjà parti. Et l'usage? Je crée les conséquences, et c'est comme ça que de temps en temps j'interviens, mais maintenant j'insiste plus sur l'aspect de la sécurité en cette période préélectorale. Lorsque l'OCC ne sécurise pas la ville, ne sécurise pas les Congolais, et nous ne pouvons pas être d'accord, et surtout contre ces agents, spécifiquement ceux du Congo central, je crois qu'il est mieux, il est temps qu'on prenne des décisions pour que les choses reviennent à la normale. Merci beaucoup pour cette entrée à la matière. Monsieur Siméon Isako, il est journaliste également et analyste des questions politiques. Bonjour.
Bienvenue dans Grande Tribune. Ça fait un moment que vous n'êtes pas passé. Bonjour Dan. Évidemment, ça fait un moment que je ne suis pas passé sur Congo Base Télévision. Je ne sais pas pourquoi. Vous m'avez oublié. Heureusement que je suis là. Souvent quand on vous invite. Ah, ok. Heureusement que je suis là. Merci. Merci de l'invitation. Je vais aussi profiter, comme mon aîné Pascal, de glisser un petit sujet. J'ai lu dans des médias, j'ai entendu, on parle de la suspension du secrétaire exécutif national de la Commission électorale nationale indépendante, monsieur Toto. On dit qu'il a été suspendu pour une faute lourde. Eh bien, il faut parler de l'insubordination, suspension de 15 jours pour insubordination. La hiérarchie, selon mes sources, la hiérarchie a pris une décision, il fallait faire appliquer cette décision. Et donc, c'est lui qui était la personne habilitée pour appliquer la décision. Il a refusé d'appliquer la décision. C'est l'insubordination. Contrairement à ce qui se rend compte, on dit qu'il y a un problème entre lui et le président Denis Kadima. Il s'agirait d'un problème d'argent. Non. Selon mes sources, selon mes investigations, il ne s'agit pas d'un problème d'argent, il s'agit simplement d'un comportement un peu maladroit, il faut le dire comme ça clairement, du secrétaire exécutif national de la Commission électorale nationale indépendante, qui refuse d'appliquer une décision prise par la hiérarchie. Cette décision, du reste, qui est prise pour le bon fonctionnement de la CENI, mais aussi qui est prise pour permettre au processus électoral de très bien évoluer, parce qu'il fallait envoyer les juridiques dans différentes provinces, vous savez, avec les dépôts des candidatures à la députation provinciale. Nous allons nous attendre à beaucoup de contentieux. Il faut bien sûr que la CENI s'est déléguée un peu partout. Il fallait envoyer des gens pour représenter la CENI. Il fallait exécuter cette décision. Il s'y est opposé. Et donc, il fallait qu'il soit puni. La sanction est tombée. 15 jours de sanction. Il ne s'agit pas d'une affaire d'argent. Entre lui et Denis Kadima, je peux peut-être les préciser, selon toujours des sources, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de microbes, mais il s'agit bien évidemment de l'application de la loi, contrairement à ce que les gens peuvent rencontrer. Merci beaucoup pour cette également prise de parole déjà d'entrée de l'émission. C'est une question que tout le monde... Alors, monsieur Doujezou Belidou, bonjour, merci beaucoup de prendre part à ce débat, cet échange. C'est une première également de vous avoir ici. Exact. Bonjour, oui ça va, je vais très bien. Bon, je ne dirais pas que je vais vraiment très bien parce que je profite de votre micro pour dénoncer l'intolérance qui se vit actuellement dans ce pays par des gens zélés et qui pensent qu'ils peuvent faire la loi un peu comme à l'époque de Mussolini ou de la vendetta italienne. Il y a quelques mois, j'ai dénoncé sur plusieurs plateaux de télévision que j'ai été victime d'une agression des membres d'un parti politique, SID, alors que j'étais en train de réparer ou bien de remplacer les pneus de ma voiture. Il y a un groupe de jeunes gens, ce groupe est venu, j'ai vu des gens venir vers moi, me reprocher des opinions que nous émettons publiquement à la télévision, jusqu'à ce que j'ai eu un projectile de pierre et je me suis blessé. J'ai saisi justement les instances habilitées pour dénoncer cet état des faits. Et quelques jours après, ce sont des menaces de mort. Parce qu'il faut le dire, nous sommes dans un état où un ministre honoraire, député en fonction, a été lâchement abattu. Lui qui s'est promené avec des gardes du corps, chose que nous avons tous dénoncée. Et lorsque ça arrive à un simple journaliste qui n'a pas cet arsenal de gardes du corps, etc., je pense qu'il y a à craindre. Et là, je crains pour ma vie, voilà pourquoi je viens le dénoncer sur le plateau de télévision. Il y a un monsieur qui se présente comme membre d'un parti politique, je peux même citer ce parti politique, ACP, du gouverneur Jean-Tini Ngobila, qui me menace par des messages, Tokobo Mayo, Etikali Moukié,
etc. Je l'ai dénoncé sur mes pages Twitter, Facebook, etc. Je l'ai dénoncé dans le média, comme je le dénonce encore aujourd'hui. Les menaces de mort dont je suis victime de la part des membres du parti politique ACP, parce que j'ai même eu sa photo et les messages qu'il m'envoie que j'ai constitué comme document. Et pas plus tard qu'hier, en rentrant à la maison, c'est un véhicule catch qui pratiquement me pourchassait. Et j'étais obligé de me garer à la hauteur de l'hôtel diplomate. Une dame descend et un monsieur. Il me bloque la route. Papa quitte sa vitre. Je dis non, mais je ne le fais pas. Oh, ton total. Heureusement qu'il y avait des gens à côté. Ils ont vu qu'il y avait des gens. Oh, ton total là. Et j'avais sciemment parqué ma voiture là où il y avait un groupe de jeunes gens pour raison de sécurité, parce qu'il était un peu tard, il faisait un peu tard, et c'est ainsi que ces gens sont partis. Alors ici, je viens dénoncer l'insécurité dont je suis victime, et à travers moi, tous les journalistes qui dénoncent la mégestion de ce pays, qui dénoncent l'intolérance de certains, et sont par le simple fait de dénoncer ces états de cause, sont victimes des menaces, des morts, etc. Je mets les instances qui s'occupent des droits de l'homme, notamment ACAJ, notamment les instances internationales, la communauté internationale et nationale, les organisations de défense des droits des journalistes et des droits de l'homme à témoin. Je tire une sonnette d'alarme pour que cette situation soit prise en compte par ces instances-là, parce que nous sommes dans un pays, je le rappelais ici, où un ministre en fonction et député a été lâchement abattu, chose que nous avons condamnée, et lorsqu'un journaliste, pour avoir dénoncé une situation, il est victime des agressions et des gens qui ne se gênent pas de s'identifier, et je pense que là, il y a lieu d'en alerter, et il y a lieu justement de tirer cette sonnette d'alarme pour que la situation où le droit à la parole, la liberté d'expression, où les journalistes ne soient pas muselés dans ce pays qui se veut un état de droit. Merci beaucoup. C'est une dénonciation que nous prenons tous, hein, parce qu'on ne peut pas dénoncer un journaliste. Toucher un journaliste, c'est toucher à tout le corps de journaliste. Et donc, c'est inacceptable. La loi consacre la liberté de presse dans le pays, dans l'état de notre pays, la République démocratique du Congo. Alors, merci beaucoup, messieurs, pour cette première prise de parole. On va donc lancer le premier sujet. C'est celui, justement, des propos de l'abbé Donatien Cholet. Je crois que c'était dans le cours de l'émission Face à Face de monsieur Christian Lusako dans la Top Congo, où il a lâché quelques propos qui ont créé, enflammé la toile. On a vu des réactions venant de partout, politiques, tout comme société civile. Eh bien, on va s'essayer à comprendre. Est-ce que ce sont, voilà la question qu'on nous posait, le politique ou le prêtre? Voilà. Monsieur Pascal, à vous la parole. Oui. Merci beaucoup. Vous savez, dans un échange, je l'ai toujours dit, hein, quand vous prenez, on vous donne la responsabilité plutôt de tracer la problématique, c'est pas facile. Oui. Et dans l'élaboration du travail, et la partie la plus compliquée, c'est l'introduction avec la problématique, parce que le développement conceptuel, analyse du contenu et finalement la conclusion évolue parfois très facilement. Mais dégager la problématique qui vous permettrait que, à travers des réponses provisoires que vous pouvez tenter et les confirmer dans le développement, sinon à la conclusion de votre travail, ce n'est pas toujours aisé. Merci. Cette question, je crois qu'il faut la situer dans le temps. L'Église catholique, après la succession de notre souveraineté, enfin l'accession de notre souveraineté nationale et internationale depuis 60, nous ne pouvons pas ne pas reconnaître les efforts engagés par l'Église catholique, que ce soit à l'époque du cardinal Malula. Je sais comment il s'est acharné contre Mobutu à son temps, et finalement il est allé en exil. Il a fallu beaucoup de diplomatie pour qu'il revienne. Mais ça a été la volonté de Mobutu pour qu'il accepte qu'il y revienne. Il avait fui le pays, il est allé en exil pendant longtemps. Nous arrivons à l'époque de Tchao. C'est alors que nous allons commencer les élections.
Et vous allez vous en souvenir, après les élections, il a fait des déclarations et il est allé 2007 en dehors du pays. Il va mourir. Nous aurons Mosengo. Et nous l'avons vu, ces différentes déclarations, et pendant la période des élections 2011 et 2018, nous l'avons vu et nous savons ce qu'il a dit. Et nous avons aujourd'hui Monseigneur Ambongo, le cardinal Ambongo. Est-ce qu'on s'est toujours opposé de la position de l'Église catholique? Non, on ne s'oppose pas à la position de l'Église catholique. Et l'Église catholique poursuit quoi comme objectif? C'est le meilleur des Congolais. Pousser les dirigeants à bien faire le travail. Est-ce que les évêques et les prêtres allaient se substituer maintenant aux dirigeants pour qu'ils dirigent le pays? Non, il ne peut pas se substituer. Et qu'est-ce qu'il ferait alors comme travail en toute réalité? C'est aider ceux qui gèrent le pays à pouvoir comprendre ce qu'ils doivent faire. Ils sont de la société civile, ils ont un avis à émettre. Pour ça, il n'y a aucun problème. Mais maintenant, c'est l'acharnement, l'exagération. Le problème, c'est à son niveau. Et je dois rappeler ici que ce n'est pas le régime de Tshisekedi qui peut s'opposer, n'est-ce pas, au combat de l'Église catholique. Lorsque nous étions à l'opposition, je dis nous parce que moi je m'engage souvent comme politique, en toute réalité, on composait avec l'Église catholique. Là, le problème ne se posait pas. Mais il faut une modération, il faut une certaine dose dans les points de vue qu'on émet. On ne peut pas, j'évolue, on ne peut pas se transformer aux acteurs politiques. Et l'Église catholique a un cadre où ces prélats se rencontrent pour dégager des orientations en termes de propositions. Oui. Je dis bien en termes de propositions. On appelle ça SENCO. J'imagine que lorsque Pascal est secrétaire de la SENCO ou porte-parole de la SENCO, il ne peut relayer que ce qui aura été décidé par les évêques. Lorsqu'à chaque fois, lorsqu'il y a une question sociale, et moi, je m'exerce de ma chambre à chaque fois, sans l'avis des évêques, pour donner mon point de vue, là je suis dans la déviance. On ne peut pas encourager. Pire encore, croire que maintenant c'est nous qui sommes devenus des donneurs de leçons. Les autres ne connaissent pas, c'est nous qui devons tout faire. Mais ce qu'il a dit, c'est pratiquement non, je suis en train d'analyser le point de vue je suis dans l'englobant, n'est-ce pas? Est-ce qu'il est sorti du message de la... Je crois qu'il est sorti. Je suis dans l'englobant. Et juste comme pour vous dire que l'Église doit avoir des limites. Pas d'exagération. Sinon alors... À quel niveau doivent se situer les limites de l'Église? Vous voulez parler de la CENI par exemple. C'est un cas que je prends parce que souvent ils reviennent sur la question électorale. Vous savez, le fait par exemple pour le Monseigneur Cholet de revenir trop sur la CENI, il commence à opposer les Congolais aujourd'hui. Vous savez ça? Il commence à opposer les Congolais, et ce qui n'est pas normal. Je veux le rappeler qu'à chaque fois lorsque nous organisons des élections, nous avons des tensions. On a tout intérêt de surveiller les propos en période préélectorale, même aussitôt sortis des élections. Il ne faut pas tenir des propos qui vont énerver les uns et les autres ou opposer les uns et les autres. Pour un prélat catholique, je pense que c'est déconseillé. S'il veut parler des élections, qui se limitent en termes des conseils. Mais lorsqu'il exagère, la fois passée avec vous ici, c'était ici, on avait analysé, excusez, quels sont les mots qui ont démontré cette exagération-là, pour finir là. Nous avons analysé avec vous ici le cas Gabon. C'était avec vous. Et les gens faisaient des raccordements frauduleux. Et d'autres appelaient d'ailleurs qu'on fasse le coup d'État ici. Mais c'est pendant cette période-là que lui passe aussi à l'antenne, tenir pratiquement les mêmes propos, inciter les gens. Et là, je ne peux pas, quelles que soient les conditions, je ne peux pas encourager. Mais ici, je veux que Cholet comprenne que il n'est pas pique de la mirandole. Wow. Il n'est pas quelqu'un qui connaît tout. Là, nous avions connu, pas très longtemps, c'était Abbé Saint-Édie qui était là. Un homme très modéré. Mais je vois aujourd'hui Cholet, pas très différent des politiques, qui donne des points de vue pratiquement politiques à temps et à contre-temps, autant voulu par lui, sans l'aval de la SENCO. Et là,
ça crée des conflits, et ça crée des tensions, ça crée des frustrations. Si aujourd'hui, les politiques vont entrer en accrochage, qui comprennent que c'est lui le responsable, parce qu'à travers ses discours, il a poussé les gens aux affrontements. Merci. Monsieur Pascal, alors, monsieur, le politique ou le prêtre? Ben, moi je me reste un peu plus direct. Vous savez, Vatican c'est un État. Vatican c'est un État. Et les papes et les chefs de l'État. Et donc, on comprend tout ce que les collaborateurs du pape, qui sont les cardinaux, les évêques, les consorts, sont aussi par ricochet des politiciens. Parce que tu ne peux pas être chef de l'État et pas être politicien. Ça m'amène à dire que en Bongo, Cholet et les autres sont des politiciens. Ils sont à la fois pasteurs, à la fois politiciens. C'est pourquoi moi, dans mes habitudes, je me sens toujours à l'aise quand j'appelle en Bongo les politiciens en Bongo, que de l'appeler le pasteur en Bongo. Parce que quand je l'appelle politicien en Bongo, je me sens un peu plus à l'aise parce que c'est le rôle même qu'il joue dans notre société. Il ne joue pas le rôle d'un pasteur. Ensemble avec Cholet, il joue le rôle des politiciens. Ils sont des politiques. Et donc, nous devons dire clairement qu'ils sont des politiques. Lorsque Cholet appelle à un putsch. Est-ce que c'était un putsch? Vraiment, il a appelé un putsch? Ben, quand il dit que il faut quelqu'un de courageux pour peut-être bouleverser les choses, ouais, il appelle à un putsch. Il dit, j'exprime ma crainte concernant une probable révolution qui n'attendra qu'un leader courageux si la CENI ne comprend pas la pertinence des propositions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Il exprime sa crainte. C'est une crainte. Non. Voilà. Ça veut dire que... C'est un appel. Ça veut dire qu'au fond, il y a quelque chose qui se trame. Peut-être Cholet est au courant. C'est ce que ça veut dire. Et donc, il appelle au putsch, comme je le disais. Parce que l'intérêt du politicien Cholet aujourd'hui, l'intérêt du politicien en Bongo aujourd'hui, ce n'est pas de voir la RDC être dans un climat de paix qui puisse favoriser la tenue des élections. C'est pas ce que M. Pascal a dit. C'est pas ce qu'il a dit. Je ne suis pas obligé. Vous vous opposez déjà à ce niveau-là. Je ne suis pas obligé de dire ce que Pascal a dit. Je ne suis pas obligé d'analyser comme Pascal. Moi, je relève cette contradiction. Voilà. Moi, j'ai dit que l'intérêt du politicien en Bongo, l'intérêt du politicien Cholet aujourd'hui, c'est de créer un climat de crise, de méfiance entre les Congolais pour qu'il ne puisse pas y avoir les élections en 2023. Pourquoi? Parce que jusqu'à ce stade, Ambongo, Cholet, qui sont des mèches avec certains leaders de l'opposition, pour ne pas parler du 14, avec en tête Moïse Katumbi, sont à la recherche d'un candidat commun de l'opposition. Il y a un moment, M. Pascal disait que l'UDPS a composé un moment avec l'Église catholique. Je vais y arriver. Laissez-moi parler. Je disais donc qu'ils sont à la recherche d'un candidat commun de l'opposition. Celui-là qui puisse faire face à Tshisekedi. Celui-là qui puisse avoir le biceps pour battre Tshisekedi. Parce qu'ils ne veulent pas aller en cheval solitaire. Il faudra désigner un candidat qui va affronter celui qui est en face. Ça, c'est l'Église catholique. Ça, c'est l'Église catholique qui l'a compris comme ça. Parce que s'il laisse Katumbi aller, il laisse Matata Pono, il laisse Delis Sanga, il laisse le docteur Denis Mukwege, il laisse Martin Fayoulou, il laisse chacun aller de sa manière, ils sont persuadés, l'Église donc, ensemble avec leurs collaborateurs, leurs partenaires politiques, ils sont persuadés qu'ils vont perdre. Et pour ne pas perdre, il faut chercher un candidat qui puisse faire un tout petit peu mal à Tshisekedi. Tant qu'ils n'ont pas encore eu ces candidats-là, ils ne vont pas créer un climat de paix pour que nous puissions avoir les élections en 2023. Et donc, à la fin de cette année. C'est pourquoi vous voyez... C'est quoi l'intérêt des catholiques? C'est pourquoi vous voyez... de l'opposition. C'est pourquoi vous voyez l'Église catholique, je vais dire, agiter la situation politique. L'Église gagnerait quoi
à soutenir un politique ou à avoir un candidat politique aux élections? Je vous ai dit que les prêtres eux-mêmes sont des politiciens. Parce que le numéro 1 des prêtres lui-même est politique, il est chef de l'État. Tu me poses la question de savoir, c'est qu'un politique gagnerait en soutenant une autre politique. Mais là, je ne comprends pas. Tu es politique, je suis politique, je te soutiens, ça veut dire que j'ai des intérêts en toi, je me reconnais en toi. Tu t'es battu avec l'opposition à l'époque de Kabila. Oui, mais on a vu des marches, des colonnes. Là, l'Église catholique s'est battue parce qu'elle avait raison de se battre. L'Église catholique s'est battue parce que Joseph Kabila avait déjà largement dépassé ses mandats constitutionnels et qu'il était en train de glisser. Mais aujourd'hui, quelle est la véritable raison? Parce que vous vous souvenez, au début du mandat du président Tshisekedi, lorsqu'on avait encore tous des doutes sur la tenue des élections à la fin de l'année, à la fin donc du mandat, l'Église catholique, toujours par les billets du politicien Cholet et Ambongo, ne cessait de nous rappeler qu'ils ne vont pas accepter qu'il y ait un glissement, ne serait-ce que d'un seul jour. Il rappelait tous les jours. Il n'était pas les seuls. Qu'il ne voulait pas qu'il y ait un glissement, ne serait-ce que d'un seul jour. Il n'était pas les seuls. Aujourd'hui, l'ironie du sort, les politiciens changent de langage pour dire qu'un petit retard pour améliorer les choses, pour améliorer la situation, améliorer le processus, ne va pas abîmer l'évolution des choses. Ça veut dire que l'Église qui refusait le glissement, ne serait-ce que d'un jour, se rebiffe pour demander un retard. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Rien n'a changé. Parce que la CENI qui s'est en train d'accuser, elle a prouvé aujourd'hui qu'elle est professionnelle dans sa manière de faire. Tout ce qui a été prévu a été pratiquement fait. Il ne nous reste aujourd'hui que les élections au 20 décembre 2023. Parce que tout ce qui a été prévu a été fait. Toutes les étapes ont été respectées. Face à cela, l'Église recule. L'Église qui attendait à ce que la CENI dise que nous sommes dans l'impossibilité d'organiser les élections. L'Église qui s'attendait à ce que le gouvernement dise que je suis incapable de financer les élections. Face à ces miracles, face à cette bonne volonté politique, l'Église recule et demande à ce qu'on puisse retarder l'organisation des élections. La question de l'audit demeure. C'est pourquoi j'ai dit. Jusqu'aujourd'hui. La question de l'audit demeure jusqu'aujourd'hui. C'est pourquoi ça la pomme de discorde qui divise la majorité des parties prenantes. Merci beaucoup. C'est pourquoi j'ai dit que l'Église ne veut pas qu'on ait des élections au 20 décembre 2023. Parce qu'elle n'a pas encore eu un candidat qui peut la représenter. C'est pourquoi, ayant vu que tous ces schémas ont échoué, l'Église veut faire comme on a fait au Gabon. L'Église veut faire comme on a fait dans d'autres pays africains, le putsch. Et là, Cholet prépare le mental de certains Congolais qui peuvent facilement adhérer à leur vision. Un putsch contre Tshisekedi qui n'a pas encore consommé même son deuxième mandat constitutionnellement reconnu. Merci beaucoup. C'est ici. Non, s'il vous plaît, 30 secondes. Oui, terminé. Moi, j'ai saisi l'occasion pour alerter les Congolais. Et appeler aussi à ces Congolais courageux qui peuvent s'élever et déposer 1000 plaintes contre Cholet. Parce qu'il veut déstabiliser les institutions du pays. En commençant par le président de la République. Il veut nous faire reculer. Merci beaucoup. Il veut fragiliser notre démocratie. On a compris votre... Et si un Congolais courageux peut aussi s'élever contre ces prêtres politiciens, je crois que nous allons quand même stopper cet excès de zèle qui habite les chefs du politicien Ambongo et les politiciens Cholet. Je n'ai pas voulu vous arrêter parce que je voulais vous relancer plusieurs fois, mais je me suis dit, on ira vraiment, on va prendre beaucoup de temps. Je crois qu'on va revenir au deuxième tour de parole. Merci. On va essayer d'aller en détail. Alors, monsieur Beledou, votre avis à ce propos, Cholet, le prêtre ou le politique? Merci beaucoup pour la question. Je pense qu'il faut commencer par préciser les choses. Il n'y a pas de conflit entre le chef de l'État et l'Église catholique, ou le gouvernement congolais et l'Église catholique. Non.
conflit-là n'existe que dans la tête des Cholés. Parce que le pape... Le gouvernement n'est pas... S'il vous plaît, laissez-moi avancer. On parle de la CENI. J'avance. La CENI est indépendante. Je pose les bases. C'est pas le gouvernement. L'Église catholique n'a pas de problème avec le chef de l'État comme veut le présenter à Cholé. Dans ses sorties médiatiques, il appelle au putsch. Est-ce que vous essayez de maquiller, je ne sais pas, ces déclarations. C'est clair comme l'eau des roches. S'il vous plaît, on n'a pas. C'est clair comme l'eau des roches. Laissez-moi. Mes propos n'engagent que moi. Personne exprime une crainte. Mes propos n'engagent que moi. C'est clair comme l'eau des roches que Cholé appelle à un putsch, à un coup d'État. Alors, moi, je vais établir des bases. Pourquoi vous dites c'est un coup d'État pendant que quelqu'un oh là là. C'est ça la question que je... Mais il appelle à un coup d'État, c'est clair. Lorsqu'il dit, s'il vous plaît, lorsqu'il dit qu'il y a un courageux qui peut s'élever un matin, si les revendications de la Cinco ne sont pas prises en compte, un courageux peut s'élever et prendre le pouvoir. C'est ça un putsch, un coup d'État. Voyez-vous? Alors, laissez-moi maintenant avancer. Alors, ici, j'aimerais préciser à l'intention de ceux qui nous suivent que le pape François est venu ici en République démocratique du Congo sur invitation du président de la République, Tshisekedi. Et il a béni le pays, il a béni le président de la République. Et donc, il n'y a pas de crise entre l'Église et les chefs de l'État ou la CENI ou encore le gouvernement. Non. Ça, il faut le dire. Mais il y a par contre des gens comme Cholé qui veulent brader le catholicisme pour des intérêts politiques. Parce que, rappelez-vous, lorsqu'il parlait de l'affaire 400 smartphones, Cholé a menti. Il était incapable de dire à l'opinion que ces 40 smartphones proviendraient d'un candidat président de la République qui a mis à leur disposition. Mais à la télé, il nous disait que ça venait des Arabes, ça venait de l'Union européenne, etc. Un mensonge noir cousu de fil blanc. Et tout le monde a vu qu'un prêtre avait menti. Et donc, les bases à poser ici, c'est que le politique Cholé, qui est à la solde des candidats présidents de la République, comme d'ailleurs il a toujours été, parce que comment expliquer que les élections de 2023 arrivent, un Cholé se réveille un matin pour dire « Nous allons accompagner la mission d'observation de la CENI pour préparer l'alternance, alors que Tshisekedi est à son premier mandat. » Comment un prêtre catholique peut déjà penser à l'alternance en 2023, alors que tous les candidats ont la chance de remplir, ou Tshisekedi a la chance de remplir. Et donc on sait que dans l'esprit de Cholé, il roule pour un candidat, et c'est un secret de polichinelle. Suivez mon regard. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément. Ça ne reste qu'un point de vue. Le deuxième élément. L'abbé Cholé a besoin d'une délivrance. Il a besoin d'une délivrance. Vous savez, l'Église catholique considère la violation de secret. Lorsque vous allez aux confessions ou à la confession, le confesseur qui est le prêtre est tenu de garder secret les confessions du pénitent. Le pénitent, c'est celui qui vient pour confesser. Sur les publiquement pour Pélère à Katumbi, publiquement, il dit dans une émission, dans nos confessions, d'ailleurs plusieurs ont dit ça. C'est une violation grave de la loi canonique. Je veux le lire ici à l'attention de ceux qui nous suivent. Parce que les catholiques nous suivent. Il faut départir l'individu Cholé, les politiques et l'Église catholique. Que prévoit le droit canonique pour les prêtres qui violent le secret de la confession? Nous sommes sur le droit canonique. Le canon 983, paragraphe 1er du Code du droit canonique dispose: le secret sacramentel est inviolable. C'est pourquoi il est absolument interdit au confesseur, qui est le prêtre, de trahir en quoi que ce soit un pénitent par des paroles ou d'une autre manière, ou quelque cause que ce soit. Et le droit canon poursuit. La sanction en cas de violation de cette règle est prévue par les canons 1388 paragraphe 1er du Code de droit canonique, qui punit très sévèrement les confesseurs qui violeraient le secret de confession
les confesseurs qui violent directement le secret sacramental encourent l'excommunication latae sententiae réservée au siège apostolique. Et donc, il faut considérer M. Cholet comme quelqu'un qui est dans les hérésies, qui est dans la dérive. Et quelqu'un qui n'est plus en odeur de sainteté avec les droits canons. Parce qu'il a livré le secret confessoral. Pourquoi il n'est pas sanctionné par la Synco? Ah, c'est ça le problème. Et d'ailleurs, je le dis ici, mais ce ne vient pas de Bélédou, c'est un prêtre qui le dit. Un prêtre a réagi pour dire, Monsieur Cholet, ne bradez pas le catholicisme contre les intérêts politiques. L'abbé Kabassele qui l'a dit. Et donc, l'Église catholique est indignée du comportement de cet abbé pour faire plaisir, on ne sait pas à qui que ce soit. Je vais chuter par l'autre dérive qui finalement nous a dévoilé la vraie nature de ce prélat. Laquelle? Comment peut-on comprendre que l'abbé Cholet parle publiquement et il dit, s'agissant de la Commission électorale nationale indépendante, que la CENI est prise en otage par une tribu? Non, s'il vous plaît. Je ne refuse pas vos propos, mais j'aimerais que vous restiez dans le message exact de ce qu'il a dit. Il a parlé des tribus, oui ou non? Quand je vais vous lire ce qu'il a dit. Lisez-moi ce qu'il a dit. Comprendre peut-être. Il a dit, vous voyez ces photos, des photos ça et là, où on parle d'une tribu qui a pris en otage le processus électoral. On n'a pas besoin de voir la pluie. Personnel. On n'a pas besoin de regarder le ciel pour savoir d'où provient la pluie, cher ami. C'est impersonnel. On n'a pas besoin de regarder le ciel pour savoir d'où provient la pluie. Je ne le défends pas. Moi, je donne un point de vue. Si on reste dans le message, il est clair comme l'eau des roches que chaque fois l'abbé Cholet fait des sorties sur la question de la CENI, il ne remet pas en cause les compétences de M. Kadima qui organise les élections. Non. Il n'a aucune raison de remettre en cause les compétences en matière électorale de M. Kadima, président de la CENI. Mais quand reproche l'abbé Cholet, on reproche au président Kadima ou à la CENI le fait d'appartenir à une tribu. Et on le dit, et ça sort de la bouche d'un prélat. Tout en tribu, on n'a jamais connu, je vais chuter par là, on n'a jamais connu telle situation en République démocratique du Congo. Tenez, la RDC a organisé 3 cycles électoraux. Pour finir. Conduits par des présidents de la Commission électorale nationale indépendante ou la CEI, issus de l'espace swahiliphone. Et certains même étaient katangais. Cela n'a pas heurté la morale de l'abbé Cholet. Nulle part Cholet passant dans les médias pour dire l'abbé Malou Malou est de l'espace de telle tribu, Kabila aussi est de telle tribu, il ne peut pas organiser les élections. Pourquoi Cholet va le brandir sur Tshisekedi? Alors, lorsque nous analysons, on ne comprend pas l'attitude d'un monsieur en soutane qui confond le travail pour lequel il a été consacré, la vocation. Et d'ailleurs, le pape, de passage à Kinshasa, l'a rappelé. Le pape a sévèrement tensé l'abbé Cholet. C'est le message du pape concernant l'abbé Cholet. Merci beaucoup. Le pape, je chute, il a apostrophé l'abbé Cholet pour dire, monsieur le prélat, votre mission première, c'est de ramener les brebis auprès du Christ. Et non de chercher l'argent. Et non de chercher les positionnements politiques. Merci beaucoup. Vous avez et donc, à ce jour, il est clair que Cholet roule pour les intérêts politiques. Merci. Et veut brader les intérêts. Alors, à qui profiterait un coup d'État demain? Je parle en une minute. À qui profiterait un coup d'État demain si les Congolais arrivaient à mourir? Cholet serait-il content? Ou la Synco? Ça sera un objectif atteint? Et Cholet ne doit pas confondre la République démocratique du Congo, un pays de plus de 100 millions d'âmes, au Gabon, qui ne représente même pas Kinshasa, on parle de 1 million d'âmes. 2 millions Est-ce que vous savez que le Togo, le Gabon et le Congo-Brazzaville, ce n'est même pas l'effectif de Kinshasa? Merci. Alors, il ne faut pas que dans ça, dans ces dérives, confondre la République démocratique du Congo et le Gabon. Merci. Le Congo-Brazzaville ou le Togo. 30 secondes juste. 30 secondes. Je vais paraphraser les deux pour dire que, au-delà du fait que Cholet a violé la loi canonique,
moi je voudrais dire ici que Cholet est un danger, non seulement pour les catholiques, mais aussi pour la RDC. Vous vous imaginez un prêtre qui se met à colporter, c'est que les fidèles catholiques viennent lui dire, quelqu'un vient confesser, et tu te mets à colporter ce qu'il t'a dit. Tel m'a dit qu'il a avorté 10 000 fois. Tel m'a dit qu'il a détourné 100 000 fois. Tel m'a dit qu'il a insulté le président de la République. Tel m'a dit qu'il a fait ça contre tel. Vous imaginez les dégâts que Cholet crée dans la société. Parce que j'ai l'impression que c'est ça qu'il fait en réalité. En Lingala, on dit Kishishi. C'est un colporteur, Cholet. C'est ça qu'il fait en réalité dans la société. Et donc c'est un danger pour la société congolaise. Pareille personne. Nous devons ensemble nous unir et demander au pape qu'il soit excommunié. Il doit être excommunié. Il ne faudra plus qu'il soit prêtre. Il ne faudra plus, je veux dire, qu'il soit abbé. Il ne faut pas bémanailler. Il doit être chassé. Parce qu'il ne le mérite pas. Il fait la honte de l'Église catholique. Il a quitté la mission première de l'Église, qui est celle de chercher les âmes de Christ. Et donc, c'est danger qui est chaud. Il devient un danger pour la société, comme je l'ai dit. Il doit être excommunié. Pour qu'il soit excommunié, il faut l'implication de tout le Congolais. J'ai même demandé aux autorités, en commençant par le chef de l'État, impliquez-vous pour que ces derniers puissent être excommuniés parce que c'est un danger pour la société congolaise. C'est un danger pour la société congolaise. On doit l'excommunier. Alors, Monsieur Pascal, leur combat pour la crédibilité de ce processus électoral, est-ce que c'est un combat fondé? Je vous ai parlé ici que je ne peux pas dire, moi, que l'Église catholique n'a rien fait, n'est-ce pas, pour la démocratisation de notre pays. L'engagement de l'Église catholique est là. Et même lorsque Maloula, au début, devenu prêtre, ainsi de suite, il s'est engagé dans la conscientisation des Congolais. À l'époque, avant l'indépendance, il apprenait aux gens la philosophie, ainsi de suite, pour que les gens s'émancipent. C'est qui est normal. Et ça nous a amené aujourd'hui jusqu'aux élections, parce que c'est vrai, mais il faut savoir se situer. Quand vous regardez à travers l'Afrique, l'Église catholique est installée par-ci, par-là. Dans chaque pays, vous allez trouver une organisation des évêques. Mais la manière dont les choses se font en RDC, nulle part vous trouverez les évêques faire comme ceux de la RDC le font. Depuis 63 ans de naissance. Observez à travers les différents pays africains, vous ne verrez pas les évêques faire des déclarations, se substituer en politique, comme ça se fait chez nous. Non. C'est cette exagération-là que nous disons, non, ce n'est pas de cette manière-là que je dois en Afrique du Sud. Je vous ai démontré ici... L'Église catholique se bat contre l'apartheid. Ce n'est pas que l'Église ne s'implique pas. Mais l'exagération, ce n'est pas la même chose. Vous ne verrez pas l'Église, les prêtres faire des déclarations comme ça se fait chez nous. Et vous avez posé la question à... Attendez, vous avez posé la question à mon frère. L'Église gagnerait quoi? Oui, l'intérêt. L'intérêt. Mais l'Église gagnerait beaucoup de choses. Vous savez, le fonctionnement des églises après le départ des prêtres, enfin des prêtres blancs, c'est les écoles, c'est les projets agrico-pastoral. Mais les écoles, depuis qu'on a décrété la gratuité de l'enseignement, ça a énervé l'Église catholique. Les prêtres aujourd'hui, quand vous allez dans les différents diocèses, je prends chez moi le diocèse d'Ekole, vous allez vous rendre compte que les prêtres n'ont rien. Aujourd'hui, ils vont manger dans leur famille. La prise en charge pose problème parce que les unités qui produisaient un peu d'argent pour ces prêtres-là ne produisent plus cet argent. Et l'argent, c'est pour le trésor public pratiquement. Et ça pose problème. Ça a énervé l'Église catholique, cet aspect des choses. Mais je vais vous rappeler en même temps, c'était sorti de la bouche de l'abbé Cholet. Il avait avoué que depuis l'accession de Tshisekedi à la magistrature suprême, l'Église catholique est prise en charge comme on n'a jamais connu dans le passé. De manière plus tangible, Cholet dit ceci, chaque diocèse a reçu au moins 300 000 $ américains, chaque diocèse. De la part du gouvernement. De la part du gouvernement
pour des projets de développement. Chaque diocèse a reçu au moins 300 000 Américains. Et j'ai suivi d'autres pasteurs, d'autres confessions religieuses, avouer que l'Église catholique est trop bien traitée par l'État, par le gouvernement, que d'autres confessions religieuses. Pourquoi demanderait-il alors, chercherait-il alors à renverser le pouvoir? Là où on ne comprend pas, ils sont bien traités, comme jamais dans le passé. Observez le comportement des autres évêques. Ils ne disent rien. Quand, à chaque fois, lorsqu'il y a le résultat, sinon la conclusion de la conférence des évêques, quand vous prenez la conclusion, enfin le résumé, vous n'allez pas suivre, vous n'allez pas voir des propos déplacés contre le régime. On a souvent des propos déplacés lorsque l'abbé Chollet, lui, en tant qu'individu, intervient lorsqu'on l'invite. Il n'y a pas que lui, il y a aussi Fulgence Mouteba, je crois, du... Moi, je suis là parce que lui est censé... Oui. Non, l'autre est là, Lubumbashi, on comprend, parce que c'est avec Katumbi, c'est clair. Même chose aussi, ça s'appelle Katumbi. Lui, en tant que secrétaire général de la SENCO, je l'ai dit au début ici, devrait maintenant se contenter des décisions issues ou découlant des conférences des évêques. Mais lorsque lui-même donne ses points de vue en tant qu'individu, peut-être parce qu'il n'aime pas telle personne, et je me dis, ce n'est pas une très bonne chose pour l'Église. Et donc, l'Église bénéficie beaucoup du régime. Quand Chollet va jusqu'à dire, comme nous avons dit ici, de manière sournoise, pousser les gens, n'est-ce pas, à commettre des actes que nous ne pouvons pas supporter ici, en tant que prêtre, en toute réalité, est-ce que réellement c'est ce qu'il a demandé? Mais c'est ce qu'il a demandé, vous l'aviez dit, vous aviez lu ici. Le non dit c'est cela, il a demandé. Le non dit du discours. Il a demandé clairement, il a demandé. Non, ouais. Et en quelle période? Pendant que les choses s'est passées au Gabon. C'est la même chose. Nous ne pouvons pas l'encourager. Pour ça, on ne peut pas l'encourager. J'ai aimé le point de vue de Beledou lorsqu'il dit il n'y a pas conflit entre l'Église catholique et le régime. Il n'y a pas conflit. Ça, il n'y en aura pas parce que l'Église est prise en charge aujourd'hui par le gouvernement. 300 000 $ américains pour un diocèse, c'est beaucoup d'argent. Et je crois que ce n'est pas seulement ce montant-là, on a ajouté d'autres montants. Pour finir, on peut rester sur la position des évêques sur le processus électoral, l'audit particulier du fichier de la... Est-ce que vous évoquez trop la question de l'audit là? Pour finir. Depuis que nous avons organisé les cycles électoraux, on n'a jamais audité le fichier électoral. Je n'ai jamais entendu la SENCO, du fait qu'on n'ait pas audité le fichier électoral, et nous devons maintenant pousser au coup d'État. Je n'ai jamais entendu ça. Ce qu'on reproche à Chollet, c'est les débordements des propos. Sans modération. Il se substitue en politique. Il ne cadre pas ses propos selon les décisions, n'est-ce pas, des conseils des évêques. D'accord. Et dans ces débordements-là, nous disons, ce n'est pas de cette manière qu'un prélat peut communiquer. Et s'il veut participer à la gestion de l'État, oui. Mais alors à ce moment-là, c'est normal que c'est seulement d'enlever la soutane et puis il participe à la gestion de l'État. On ne va pas l'en vouloir. Il va gérer l'État comme tout le monde. Mais tout en se cachant derrière la soutane et tenir des propos parce que simplement je n'ai pas la tête de telle personne et je fais ceci à travers ma soutane, personne ne va me soupçonner. Alors là, ce n'est pas une bonne chose. Là, on ne sait pas l'encourager, on ne sait pas l'apprécier et nous la décourageons. Je crois qu'en tant qu'humain, en tant que prêtre, en tant qu'homme de Dieu, il peut se regarder et changer l'agir, changer le comportement et ce sera pardonnable. Et que je sache, l'Église, la SENCO n'a jamais mené une mission d'audit du fichier électoral. Pas peut-être l'observation électorale, mais auditer les fichiers électoraux, je ne pense pas que c'est la mission dévolue à la SENCO. Audit citoyen, il évoque l'article 44 de la loi électorale qui demande à ce que, qui autorise à la mission d'observation électorale. Mais qu'on se pose, on se pose un peu la question. Opérations on se pose la CENI. question. Ouais. D'où tire ce pouvoir? L'Église, enfin, je ne veux pas parler de l'Église catholique parce que nous avions dit ici l'Église catholique n'a la SENCO. La SENCO, sinon spécifiquement Chollet, il tire ce pouvoir d'où? D'être un souprat congolais.
Il tire ce pouvoir d'où? Il n'est qu'individu. Non, normalement. Il n'est qu'individu. Il va au-delà. Comme vous et moi. Ouais. Il est prêtre. Moi, je ne suis pas prêtre. Alors, vouloir c'est transformer en faiseur de péché prêchant, en donneur des leçons. Je dis, là, ce n'est pas normal. C'est votre parole. Il n'est pas un extra-citoyen. C'est un citoyen comme tout le monde. S'il veut mettre des avis, qu'il mette des garde-fous en tant qu'individu, il les met. Mais lorsqu'il va jusqu'à pousser les gens, n'est-ce pas? Merci. À commettre des actes que je ne sais pas le dire normalement. Alors je dis, c'est pas bon, c'est pas l'encourager, franchement. Alors, il y a une question que j'ai aimée. D'où tire-t-il ce pouvoir-là? Oui, c'est une question qui a tout son fondement dans la mesure où la loi électorale, il n'y a aucune loi qui oblige à la CENI d'être auditée par la CENCO. Non. Ou par une institution. Non. C'est la CENI, c'est un peu comme Bukangalonzo. C'est le gouvernement congolais qui fait appel à Ernest Young, à une maison d'audit. Et c'est à la CENI de faire appel à ceux qui peuvent venir auditer son fichier. Et pourquoi on le fait si c'est pas obligé? Pour la transparence, justement. Et c'est ce qui a été fait. Mais c'est ce qu'il demande aussi. Mais c'est ce qui a été fait. Les Sud-Africains ont audité, les spécialistes ont audité. Et on a dénombré, je crois, 2 millions. Si vous pouvez m'aider, 2 millions de doublons, etc., qui ont été mis de côté dans l'audit du fichier électoral. Que veut finalement Cholé, Donatien? Et donc, cette question-là, lorsque vous posez la question, que veut finalement Cholé? Ce que veut Cholé, c'est trouver un espace de dialogue où les candidats, où bat son cœur, viendront se représenter. Pour qui il roule? C'est clair. Quel candidat? Moïse Katumbi. Mais remonter à l'affaire smartphone. Remonter à l'affaire smartphone. Remonter à l'affaire smartphone. On sait qu'il y a l'eau dans le gaz désormais entre Katumbi et Fayoulou, simplement parce que la CENCO a pris position pour Katumbi. Et donc, il ne faut pas venir distraire l'opinion. Je dis ici qu'il y a une crise de vocation dans le chef de M. Cholé. Il faut prier pour l'abbé Cholé. Les fidèles catholiques doivent prier pour l'abbé Cholé parce que lorsque déjà on arrive à violer les confidences d'une confession, à les rendre publiques, je pense qu'on viole la loi canonique et on doit régulièrement penser à prier pour cet abbé parce que c'est très grave et c'est très grave pour l'avenir. C'est un peu comme on assiste à ce que nous voyons aujourd'hui. Un pasteur, Denis Lessi, en train de délirer dans les médias, et l'église corps du Christ doit prier pour ce monsieur. Et nous demandons également à l'église catholique de prier pour l'abbé Cholé, parce qu'il est en train de brader les prescrits de la loi canonique, du droit canonique, et ça c'est très grave. On ne va pas perdre un prélat comme ça, il doit revenir au bon sens, et je pense que les prières des catholiques, tous ensemble, peuvent aider ces messieurs à justement... La question de la CENI, Dan, en principe, on ne devrait pas avoir des camps. Et ça que Cholé fait là, c'est pas une bonne chose. Parce que nous avons... C'est la mission d'observation SCC. Non. Moi, je vois Cholé parce que... Un mémorandum demandant un audit citoyen. C'est lui qui est intervenu. Moi, je l'ai vu. Je n'ai pas vu un compte rendu être fait. J'ai vu Cholé parler comme individu. Ouais, si c'était un compte rendu, à ce moment-là, on peut dire un travail a précédé. Et voilà, il s'est agi d'un compte rendu. À ce moment-là, on ne peut pas en vouloir à celui qui fait le compte rendu, mais plutôt à ceux qui ont réfléchi lors du travail. Mais ici, c'est un point de vue, lui, en tant qu'individu, sur un plateau de télévision, il donne son avis. Et là, on le voit. Lorsqu'on parle de CENI, il ne faudrait pas qu'on ait des camps. Nous, tous Congolais, nous avons accepté qu'on ait une structure qui soit indépendante pour nous organiser les élections. Excusez, pour nous organiser les élections. Dans les principes. Si les principes là, s'il faut avoir ces principes-là, mais il ne faut pas aller chercher la peau ailleurs. À ce moment-là, c'est à la CENI. Si vous vous adressez à la CENI, adressez-vous à la CENI. Vous ne pouvez pas en même temps vous adresser à la CENI et vous faites des raccordements frauduleux pour parler de ceux qui sont au pouvoir et pousser les gens à commettre des infractions. Non, ce n'est pas normal. Il s'agit de la CENI. Lorsqu'on parle de la CENI, il ne faudrait pas qu'on ait l'opposition, qu'on ait le pouvoir, qu'on ait des adversités. On doit regarder cette structure indépendante, nous organiser des élections, nous produire un bon travail qui va permettre à la population d'élire les meilleurs d'entre nous. C'est cela l'attente. Alors maintenant, dégager une lecture d'une appréciation erronée sur la CENI
Si la CENI ne fait pas ça, c'est que c'est Beledou qui est derrière. Non, là, c'est pas normal. Mais après les élections, si les élections ne sont pas bien organisées, supposons qu'elles ne soient pas bien organisées, la faute à qui? C'est à la CENI. Ça n'a rien à voir avec les autres acteurs politiques. D'accord. Vous, c'est là que je le vois peu sérieux, n'est-ce pas? Il n'est pas objectif. D'accord. Parce que l'objectivité voudrait que on regarde la CENI comme une structure indépendante qui n'a pas, en tout cas, de parapluie ailleurs. Merci beaucoup. On va prendre le deuxième sujet, hein, l'affaire. Moi, je voudrais peut-être répondre à Beledou et Pascal pour dire qu'ils ont posé une bonne question. D'où tire Cholet, d'où est-ce qu'il tire son pouvoir, le pouvoir de parler au nom du peuple, alors qu'il est un individu comme nous, bien sûr, il est prélat catholique. Il est porte-parole de la Synco. La Synco, c'est un monde catholique, ça n'engage pas toute la RDC. Je vais vous dire que Cholet tire le pouvoir de la Constitution. J'étais en train de rechercher encore l'article que je n'ai pas pu retrouver, l'article qui parle encore de l'opposition, qu'on définit aussi chez nous comme une minorité. Cholet dit qu'ils sont du côté de la minorité. Et dans la compréhension, l'opposition chez nous, l'opposition, dans notre compréhension, l'opposition c'est la minorité. Et c'est lui qui s'est défini comme il est du côté de la minorité, ça veut dire qu'il est du côté de l'opposition. Directement, nous disons qu'il est opposant. Au regard des droits que les opposants disposent dans notre pays, ça veut dire que Cholet peut se mettre à dénoncer ce qui ne va pas, il peut se mettre à crier, il peut se mettre à critiquer sévèrement les institutions du pays parce qu'il est opposant. Il tire son pouvoir de la Constitution en tant qu'opposant. Lui-même le dit clairement. Il est du côté de la minorité qui est l'opposition. L'opposition mais c'est ça. Parlementaire. Il faut se référer. L'opposition, c'est la minorité parlementaire. Il faut se référer justement à ce qui s'est fait à l'Assemblée. Justement, c'est pour ça. C'est à l'issue des élections qu'on détermine qui est opposant. C'est pour ça qu'on les appelle parlementaires. C'est pour ça qu'on les appelle opposants. C'est cette minorité-là. Parce que lui est du côté minorité. Ça veut dire qu'il est opposant. Tu ne peux pas dire que je suis du côté Beledou, alors qu'en réalité, tu n'es pas avec Beledou. Pour être du côté de Beledou, il faut être avec Beledou. Ça veut dire que pour être du côté de la minorité, tu dois être toi-même minoritaire. Donc il est opposant, c'est pourquoi il est du côté de l'opposition. Il tire son pouvoir de la Constitution. Et parce qu'il le tire de la Constitution, parce qu'il est opposant, il faut désormais le traiter comme tel. Il ne faudra pas le traiter comme un pasteur. Il est en train simplement d'aveugler les Congolais qui ne comprennent rien. Merci beaucoup. On va prendre la deuxième thématique. Je pense qu'on a assez vidé cette question. Alors, affaire GLM, quand sait-on exactement? Qu'est-ce que nous en savons de cette affaire qui a fait bruit le week-end passé? Quand le samedi, on a vu sur les réseaux sociaux Madame Janet Kabila, derrière un groupe de personnes dans lequel se trouvait également M. Chadari, qui ont fait une déclaration parlant d'une intimidation de trop, violation de la procédure, domicile privé. Alors, quand sait-on exactement de cette affaire? Monsieur Pascal, non, Monsieur Beledou, je crois que vous avez parlé tantôt. Monsieur Beledou, quand savez-vous de cette affaire? Merci beaucoup pour la question. Avant d'aborder la question, j'aimerais soulever quelque chose qui m'indigne. Et je pense que ce travail doit être fait au niveau scolaire et au niveau des médias. C'est très important. Oui. J'ai l'impression que nous assistons à une sorte d'imbécilisation collective. Ok. Les gens se refusent de réfléchir. Les gens ne sont pas sur l'essentiel. Vous savez, aujourd'hui, avec les télévisions câblées, on a la possibilité de voir ce que font les autres. On regarde les télévisions camerounaises, ivoiriennes, etc. On regarde la qualité des échanges, des débats. On ne peut pas, sur un plateau sérieux, venir, excusez-moi, je ne fais pas une caricature par rapport à votre plateau, mais mettre en surface un débat sur une servitude publique
qui devait être ouverte depuis longtemps est prise en otage par un individu et ça devient une affaire nationale, politique, et on en parle et on en fait des analyses et des analyses. Vous savez pourquoi on en fait ça? Mais justement, non, j'en viens. C'est très important de le dire. Parce que ça touche un ancien... Non, s'il vous plaît. Un ancien président est un... Mais l'ancien président, c'est là où je dis, j'ai l'impression que nous assistons à une sorte d'imbécilisation collective. Voyez-vous? Comment ça? Et voilà. Et tout le monde, c'est vrai, la connaissance est universelle. Et tout le monde devient spécialiste. Voyez-vous? Tout le monde, comme il y a un terme qui est utilisé ici, on dit nuancologue. On a vu tout le monde, tous ceux qui passent dans les médias, dans les réseaux sociaux, devenir urbanistes. Ils sont allés, ils disent non, ça ne se passe pas comme ça, etc. Qu'est-ce qu'il en est? Les correspondances officielles existent. Les topographes ont parlé. Vous savez ce que c'est qu'un topographe. Ce sont des gens qui tracent la ville, les avenues, etc. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Mais une servitude n'est pas une propriété privée d'un individu. Non, ça permet justement un passage. Nous sommes dans cette ville depuis que nous sommes nés. Et nous savons que cette route-là a toujours existé. Cette route-là a toujours existé. Nous savons que GLM veut simplement dire groupe Lito Moboti. Les natifs des Gombe sont là. On a vu d'ailleurs Lili Lumande faire des déclarations, etc. Des gens qui ont vécu dans le coin, qui ont emprunté régulièrement cette route, cette tronçon. Et donc, ça a toujours été une route où les Congolais passaient. Kinshasa, où cette route, l'avenue des ambassades des États-Unis, n'a pas commencé avec Joseph Kabila. N'a pas commencé avec l'AFDL. Non. Mobutu était dans ce pays. Mobutu est parti. Kassavubu, Lumumba, etc. La route a toujours existé. Mais lorsque Kabila est arrivé, je ne reviens pas sur l'épilogue GLM où on a vu un groupe de la famille Lito Moboti dire qu'on n'a jamais acheté cette parcelle, etc. Je n'entre pas dans ce débat-là, mais je m'en tiens sur la servitude. Une route qui devait permettre la fluidité de la circulation, fermée pendant 20 ans pour des motifs que nous ignorons. Mais c'est pareil pour la route ici, vers Mausolée. Cette route a été fermée pendant 17 ans ou 18 années. Pour quel motif? Vous le savez-vous? Aloïa, qui empruntait cette route-là? Barricadée. On ne savait pas démarrer sa voiture vers le 24 novembre pour arriver jusqu'à l'hôtel du Fleuve ou au Grand Hôtel par cette route-là sur Kanchach et sur l'avenue Tchatchi. Simplement parce qu'un individu s'est levé un matin et dit non, il faut fermer cette route. Alors, et c'est pareil pour la servitude. Alors, que fallait-il faire? Quelle est la procédure? Mais la procédure a été claire. Il y a eu le ministre de l'Urbanisme a été saisi. Par qui? A été saisi justement par les correspondances. C'est clair. Il y a un responsable de l'armée qui a écrit. Est-ce que l'armée... Mais justement, non, la question est là. Attendez. Est-ce qu'un responsable de l'armée peut créer un ministre? Ce domaine-là, mais justement, pourquoi pas? Ce domaine-là a été occupé par qui? C'est occupé par les militaires. Attendez. Est-ce que, s'il vous plaît, attendez, je suis en train de vous répondre, de vous rencontrer. Je ne sais pas, peut-être que vous étiez encore trop jeune, je ne connais pas votre âge, mais dans ce pays, on a connu la messe des officiers. Si vous avez un grand-parent militaire, un papa, un oncle, posez la question. Tous les officiers, on voyait tous les officiers venir là. La messe des officiers, c'était là. Justement, la route barricadée et l'endroit où les officiers allaient là. Et c'est tout à fait normal parce que vous posez la question, mais comment un militaire? Mais lorsque vous parlez de la messe des officiers, mais c'est là justement, c'est leur domaine. C'est tout à fait normal. C'est eux qui doivent descendre souterrain. Mais je vous parle de la messe des officiers, à moins que vous ne sachiez pas ce que ça veut dire. Justement, je comprends. Mais alors, mais que voulez-vous? Vous voulez, attendez, mais on parle de votre résidence. Résidence, je donne, je dis votre nom, pas le prénom, le nom. Zeng. Résidence Zeng. Et vous n'êtes pas là. Vous partez en voyage. Un individu vient pendant 18 ans. Il prend votre résidence. Et il y met je ne sais pas quoi. Et vos enfants écrivent. Même s'ils ont des avocats conseils. Mais ils vous engagent. C'est les Zeng qui écrivent.
C'est ainsi que vous avez vu cette correspondance adressée au ministre de l'Urbanisme sur l'instruction du commandant suprême. Parce que, justement, c'est là un sous-bas. Parce que les officiers ne pouvaient pas rester comme ça. On ouvre la voie. S'il vous plaît, on ouvre la voie. Que non, les gens disent on ne pouvait pas. Il fallait qu'il y ait un communiqué public à la RTNC. Mais la communication institutionnelle existe. Les gens sont saisis par des correspondances. Le commandant de la garde républicaine a écrit au ministre. La procédure ne serait-elle pas celle de voir le directeur de cabinet écrire au ministre? Parce que c'est le DIRCAB, s'il vous plaît. Est-ce que c'est le DIRCAB qui engage la présidence auprès de tiers? Est-ce que vous savez, s'il vous plaît, que j'aimerais poser au niveau de la procédure? Est-ce que vous savez que les correspondances officielles demeurent officielles? Les bruits, tu vois, je parlais, avant j'ai posé les bases, je vous ai parlé de l'imbécilisation collective jusqu'à ce qu'on a vu un monsieur arriver sur les lieux, insulter les chefs de l'État et aujourd'hui il est chassé des CNSS. Parce qu'on ne fouine pas. Qui établit la procédure? Ce n'est pas un communiqué. N'attendez pas à ce que les correspondances officielles du directeur du cabinet du président de la République, du ministre de l'Urbanisme et de, je ne sais pas, toutes les correspondances par les canaux officiels passent nécessairement par le média. Non. Et jusqu'au moment où nous faisons cette émission, c'est là où je vais terminer. Oui. Joseph Kabila ne s'est jamais plaint. Avez-vous vu une plainte de Joseph Kabila sur les lieux? On a vu sa sœur jumelle. Est-ce que vous avez vu une plainte de Kabila? La résidence n'est pas à sa sœur jumelle. La résidence n'est pas à Chadari. Les aficionados. D'accord. Les gens qui pensent être plus royalistes que le roi. Le fou du roi. C'est ça le problème. Merci beaucoup. Et si eux n'ont rien à perdre, ils peuvent passer dans les médias et dire on ne peut pas nous intimider. Mais il y a des petits peuples qui ont beaucoup à perdre. Des petits peuples qui ont été bloqués pendant plusieurs années. Il y a ces officiers qui ne peuvent que se référer à leur autorité suprême, qui est le chef de l'État. Merci beaucoup. Et donc, c'est tout à fait normal qu'une servitude soit ouverte. Et cela n'est pas un débat. Le vrai débat devrait retourner vers la partie est du pays. Je pense qu'on en parlera avec les Ouazalènes, etc. Tout à fait. Monsieur Pascal, oui. On a semblé entendre parler de la procédure qui ne... La voie, elle est publique, mais la procédure serait biaisée. De voir un commandant de la garde écrire au ministre et le ministre obtempère. Je ne sais pas. La procédure à quel niveau? C'était pas dans une concession privée de quelqu'un. Voyez-vous? Si c'est dans une concession privée de quelqu'un, on peut parler de la violation. Sur l'instruction du commandant suprême. D'abord, sur ce document, je ne sais pas faire foi parce que j'ai du mal à prouver son authenticité. Encore un problème. Voilà. Qui a écrit? En tout cas, si c'était qu'on est entré dans une parcelle, voyez-vous, là, on peut parler de la violation. Mais lorsqu'il s'agit de l'artère publique, mais l'État n'a rien violé. Au contraire, il a rétabli le droit. La question que nous devons nous poser, est-ce que cette avenue existe? La réponse est oui. Est-ce qu'on avait barricadé cette avenue? La réponse est oui. Qui a barricadé cette avenue? C'est Joseph Kabila, n'est-ce pas? Est-ce qu'il a fait en violation? La réponse est oui. À partir du moment où la réponse est oui, à partir du moment où on sait qu'il a fait une violation, et c'est normal que l'État rétablisse, n'est-ce pas, les populations qui sont là dans leurs droits. Tout le peuple congolais, bien entendu. Il ne s'agit pas d'un acharnement contre un ancien... Ah, vous parlez de l'acharnement. Il ne s'agit pas d'un... J'ai entendu quelqu'un parler de règlement des comptes. J'ai entendu Chadari dire ça, règlement des comptes. Mais on ne règle les comptes sur les comptes qui ont été perturbés. Moi, je ne peux venir régler que si vous les aviez perturbés. Si les comptes n'ont pas été perturbés en amont, en tout cas, moi, je ne viendrai pas les régler. D'où, lorsque vous avez le pouvoir, il faut mettre tout ça en tête. Les multiples violations que nous avions connues ici, et là où, c'est là où je suis d'accord avec le concept de Beludou lorsqu'il parle de l'imbécilisation collective. Tout le monde parle de tout. Tout ce que nous avions connu comme violation, et nous sommes les premiers à défendre les mêmes violations. Mais c'est une contradiction. Qu'est-ce qu'on n'a pas déploré? Je vais vous rappeler un cas. Après l'élection de 2006, le médecin de Jean-Pierre Bemba a été disparu là,
jusqu'au jour d'aujourd'hui, n'a jamais été retrouvé. Vous aviez oublié? Son débat, nous l'avons engagé ici. Le débat sur GLM ici. Mais c'est aussitôt, je crois que c'était en 2005 qu'on a engagé ce débat. On a barricadé les avenues, on voulait qu'on ouvre ainsi de suite. C'est en 2005 qu'on a engagé le débat. Aujourd'hui, on ouvre, nous sommes les premiers à soutenir celui qui avait barricadé les avenues. Vous oubliez que Jean-Pierre Bemba passe 10 ans à la Cour pénale internationale. Il y rentre dans son pays, on lui a refusé d'arriver chez lui. Vous oubliez ça? Et il est allé passer une nuit à GB. Et tout ce qu'il faisait là, c'était bien. On pouvait applaudir. Mais lorsqu'on rétablit les choses dans les droits, et ceux qui les font sont mauvais. Non, on n'a rien violé. On a remis les choses dans l'ordre. Et lorsqu'on remet les choses dans l'ordre, nous devons plutôt être les premiers à applaudir. J'ai vu comment les gens avaient dansé. Lorsqu'on avait ouvert, à partir de l'hôtel Rutana jusqu'à sortir à Kempeski, lorsqu'on avait ouvert la terre, j'ai vu les gens très joyeux, très contents. Qui pouvait oser à son temps? Mais aujourd'hui, Kabila en question n'est pas président de la République. Il n'est pas là-bas. Il n'habite même pas là-bas. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres concessions derrière? Il y a des concessions. Est-ce que c'est un péché lorsqu'on ouvre une voie publique? Ce n'est pas un péché? Pas des militaires. Je dis que ce n'est pas un péché. Est-ce qu'on a touché à sa concession là? Je ne sais pas si c'est pour lui. Je crois que il faut encore vérifier si ça lui appartient. J'étais dans un débat avec un ami hier. Il prétend que c'est sa concession. Mais est-ce que vous avez des documents pour authentifier qu'il a eu ça par des voies normales? S'il avait confisqué les gens, lui vous parle de GLM. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu de cette famille depuis tous ces temps, qui n'a jamais été rétablie dans ses droits? Parce qu'on est tout puissant, on est au pouvoir, on fait ce qu'on veut, et on a fait ce qu'on pouvait, ce qui était bon pour eux. Mais aujourd'hui, lorsqu'on rétablit, ils sont les premiers. Non, tout coule, tout passe, rien ne demeure. Quand vous êtes au pouvoir, il faut avoir des agirs justifiés et conséquents. D'accord. Tout coule. On a connu tellement de violations, et je ne peux pas, moi, voir quelqu'un comme Chadari passer à la télévision, vouloir se substituer à un donneur de leçons. Non. C'est aujourd'hui qu'il comprend la souffrance. Il a fait Quand les autres ont souffert depuis tous ces temps, il fermait les oreilles. Il a fait pire. Il trouvait normal. Merci. Et alors qu'ici, oui, on a juste ouvert une altère publique qu'on pouvait acclamer, et lui vient, il nous fait croire comme si on l'a intimidé. Mais je crois qu'il a été intimidé. Moi, j'ai vu qu'il a été intimidé. À chaque fois, il est intimidé et il s'efface facilement. Qu'il ne donne pas l'impression qu'il n'est pas intimidé. Mais parce qu'il a parlé avant. Le jour suivant, on est venu, on a ouvert. Mais on a ouvert. Tu lui répartes maintenant fermé parce qu'il dit qu'on ne peut pas l'intimider. On l'a intimidé? Non. Merci Quand beaucoup. ça a changé, il faut être humble. Accepter que ça a changé. Nous avons fait du mal, très mal aux Congolais. Et on rétablit les Congolais dans leurs droits. Il faut plutôt se réjouir parce que c'est les Congolais qui se réjouissent. C'est tout. Merci beaucoup, Monsieur Pascal. Monsieur Siméon Isako, votre point de vue à ce sujet? Bon, je vais d'abord dire que le sol et le sous-sol sont des propriétés exclusives de l'État. L'État a les droits d'exproprier pour une cause d'utilité publique. Après 18 ans de son règne, Kabila nous a dit qu'il avait la passion pour les Congos. Je me suis posé la question de savoir, ce jour-là où on réouvrait les portails qui bloquaient pratiquement 3 avenues, je me suis posé la question de savoir si c'était ça la passion de la RDC. Je me suis posé cette question-là. Je me suis posé la question de savoir si, effectivement, Kabila était venu au pouvoir pour servir les Congolais ou servir sa famille. Bloquer 3 avenues, pratiquement. Les avenues de la vallée, avenue des Nations Unies, avenue de l'Ouganda. Parce qu'il y avait le bureau des OE à l'intérieur. Parce qu'il y avait l'une des résidences des Kabila à l'intérieur. Bon, ils ne vivaient pas tout le temps là-bas. Je me dis, est-ce que réellement ils servaient les Congolais
ou bien il servait sa famille? C'est la grande question que ceux qui nous suivent doivent se poser. Celui qui a dit qu'il avait la passion pour le Congo. Vous vous imaginez quelqu'un qui tombe malade à 2 h du matin. Il faut l'amener il y a les cliniques Ngaliema, juste à côté. Mais parce qu'il y a 3 avenues bloquées, ils ne savent pas directement l'amener à l'hôpital. Ils doivent contourner pour atteindre les cliniques Ngaliema. Et pendant ce temps, si la personne ne sait pas résister, elle peut mourir en route. Alors qu'il y avait possibilité de sauver cette personne, parce que quitter l'avenue des Nations jusqu'aux cliniques Ngaliema, c'est 2 minutes, 3 minutes. Avenue de l'Ouganda et clinique Ngaliema, c'est 1-2 minutes. Mais ils doivent contourner. Vous voyez combien de familles Kabila avait bloqué la liberté. Ils ne pouvaient pas circuler librement. Parce qu'ils croyaient qu'il était un citoyen extra. C'est vrai, il est chef de l'État. Mais est-ce pour autant qu'il fallait qu'il limite la liberté d'autres Congolais? J'ai dit non. Mais aussi, les débats au niveau de cette concession. Est-ce que la concession appartenait à Kabila? Moi, je vais dire non. Spoliation. Est-ce que la concession appartenait à Kabila? Moi, je vais dire non. Parce que selon mes sources, il n'y a aucun document à l'urbanisme et habitat qui dit clairement que la concession appartient à Kabila. Il appartenait à qui, donc? Ce sont les biens de l'État, ce sont les propriétés privées de l'État congolais. Ces propriétés n'appartiennent pas à Kabila. Est-ce qu'il y a un arrêté je peux dire arrêté des désaffectations ou encore, comment on appelle ça, arrêté, il y a d'abord, il faut dire qu'il y a des propriétés privées de l'État et propriétés publiques de l'État. Oui, les propriétés publiques de l'État sont comme les propriétés comme le palais du peuple, le palais des nations, qu'on ne peut pas vendre, qu'on ne peut pas donner à location. Les propriétés privées, on peut donner à location, on peut vendre. C'est comme les résidences où on met les fonctionnaires. Et c'est là que Kabila habitait à GLM. Est-ce qu'il y a un arrêté de désaffectation? Ça serait sous base de quoi? Il y a un arrêté d'attribution. S'il vous plaît. Est-ce qu'il y a un arrêté de désaffectation? Est-ce qu'il y a un arrêté d'attribution? Est-ce qu'il y a une lettre? Vous n'avez pas de réponse à écrite par le président de la République? Parce que lui, c'est lui seul, le chef de l'État, qui a le pouvoir de décider au nom de la nation qu'on donne telle maison de l'État à telle personne. Seul le chef de l'État peut le faire. Est-ce que les gens du PPRD, l'entourage de M. Kabila, peuvent nous brandir? Ce n'est pas une contradiction. Il n'y a pas une contradiction. Quand vous dites que c'est seul le chef de l'État, vous savez que Kabila était chef de l'État. Je l'ai dit en connaissance de cause. C'est pour te faire comprendre que jusqu'à ce stade, il n'y a pas une lettre écrite par lui-même, Joseph Kabila, pour que cette concession lui revienne. Il n'y a pas un arrêté de désaffectation et un arrêté d'attribution pris par le ministre de l'Urbanisme et Habitat pour confier cette concession à Joseph Kabila. Ça n'a jamais existé. Ça veut dire qu'il s'agissait simplement de la violation de la loi. Au-delà du fait qu'il s'était approprié un bien de l'État. On espère que vous avez toutes les informations sur ça. Hein? On espère vraiment que vous avez toutes les informations. Je vous dis que ces documents n'existaient pas. Au-delà du fait qu'il s'était approprié les biens de l'État, il s'est permis, parce qu'il est chef de l'État, de bloquer 3 avenues. Il s'est permis de gêner la circulation des Congolais. Et je me dis, certains Congolais se réclamant du PPRD, se réclamant des bons citoyens, s'élèvent et disent non, pas question. On ne peut pas réouvrir. On espère qu'on ne va pas installer on ne peut pas réouvrir cette route qui existait déjà avant même que Kabila ne vienne diriger le pays. Je me dis, mais nous sommes là dans quel monde? Je pense que il s'agit de quoi? Nous sommes dans quel monde? Merci beaucoup. Je pense que la régie va nous indiquer les minutes qui nous restent pour qu'on conclue.
Le troisième sujet déjà, les Wazalendo. Qui sont-ils, les Wazalendo? Est-ce que le gouvernement va vite en besoin? Comment le gouvernement a géré cette question? Est-ce que le gouvernement gérait bien cette question? Qu'est-ce qu'on en sait exactement de ce groupe? Et que veut-il exactement? Et pourquoi ils ont voulu s'attaquer à la MONUSCO et aux forces de l'EAC? C'est M. Belledou. Je commence encore. J'ai tendance à donner la parole plus à M. Pascal. Bon, il est vrai que il faut commencer par dénoncer les mal d'où qu'il vient. Nous dénonçons ce que nous avons vu, les massacres de Wazalendo, parce que lorsqu'un Congolais tombe, cela ne peut réjouir les autres Congolais que nous sommes. Ça ne peut que réjouir les ennemis du peuple, ceux qui en veulent à nos compatriotes ou à notre pays. Nos pensées pieuses en tout cas aux victimes qui sont partis. Il faut situer ces mouvements Wazalendo. Ces mouvements existent, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est une sorte de secte, une sorte de milice qui existe depuis plus de 30 ans aujourd'hui. Autodéfense. Autodéfense. Et à un moment donné d'ailleurs avec la MONUSCO, c'était de l'amour, une collaboration intense à un moment donné avec la MONUSCO. Alors, je ne reviens pas sur ce qui s'est passé, le mobile qui a conduit justement à déplorer tout ce que nous avons vécu là. Mais moi, je veux rester, le temps qu'on établisse les culpabilités gauche à droite, je veux rassembler les pièces du puzzle pour dégager entre les lignes la question de l'état du siège. Alors pourquoi j'aborde cette question? Vous savez, il y a 2 mois ici à Kinshasa, nous avions assisté, c'était d'ailleurs dans la partie S, nous avions assisté aux assises d'évaluation de l'état des sièges, où plusieurs parties prenantes avaient pris part. Et pour la plupart des dignitaires de cette partie du pays ou des gens qui avaient pris part, il fallait nécessairement lever l'état des sièges. Et on sait que l'état des sièges, c'est vrai que c'est un état provisoire qu'on institue, ce n'est pas éternellement que cela va se passer, mais il a aussi à préciser que les détracteurs de la RDC, depuis l'instauration de l'état des sièges, j'ai fait allusion au Rwanda, ont perdu beaucoup d'avantages, notamment les avantages économiques dans cette partie. Parce qu'on le sait que le Rwanda ne produit pas de l'or pur, ça vient de l'Est du Congo. Mais comment le Rwanda peut être premier producteur de l'or pur dans l'Afrique centrale, en Afrique centrale, avec des matériels qui y va avec. Et donc, tout passe par clandestinité ou passer par clandestinité dans cette partie du pays. L'état des sièges a permis justement à ce que cette économie informelle du Rwanda qui ne faisait que piller dans l'Est du pays pour aller de l'autre côté. C'était ça l'objectif de l'état des sièges? Non, nous avançons. Il y en a plusieurs, notamment sécuritaires, économiques aussi. Parce qu'on pillait les richesses de la RDC. Alors, les gens étant asphyxiés, Mbosso d'ailleurs l'avait dit, lorsqu'il interpellait ses collègues de l'Est du pays, quitter les groupes armés sur la question de l'état des sièges en Ituri au Nord Kivu. Quitter les groupes armés, tireurs des ficelles. Les discours autour des morts de Wazalendo tablent désormais sur une propagande sur la levée de l'état des sièges. Vous voyez, nous sommes sous état des sièges, voilà, il y a des massacres. Alors, il y a à se poser, est-ce que cela n'a pas été fait à dessein pour justifier tout ce qu'on a toujours réclamé, la levée de l'état des sièges? Ce sont des questions que les intellectuels se posent aussi. Parce que malheureusement au Congo, on le voit même avec nos politiques, on utilise des morts comme étant des marchandises politiques pour faire passer un message ou une revendication. Regardez l'attitude des opposants. Ah, d'ailleurs, on a tué 30 personnes, les bilans étaient revus à la hausse, etc. Mais lorsqu'il y a sécurité, lorsqu'il y a conquête des territoires, là, on ne fait pas l'apologie de tout ceci. Et donc, je pense qu'à ce stade des choses, on ne peut pas utiliser. D'ailleurs, il y a une image qui se diffuse dans les médias. Moi, je ne pense pas que c'est une image authentique, où on voit les gens joncher les corps, etc. Encore qu'il faudrait aussi
authentifier ces images. Moi, je n'aime pas beaucoup plus placer les commentaires sur ce que je vois dans les réseaux sociaux. Mais je dis simplement, on assiste à une sorte de propagande autour de ces massacres de Ouazalendou pour que les gens commencent maintenant à réclamer la levée de l'état de siège dans cette partie du pays. Alors, la bonne question, c'est à savoir si aujourd'hui on levait l'état de siège dans la partie est, précisément en Ituri et au Nord Kivu, à qui cela va profiter? Ça, c'est la première question. La deuxième question, est-ce que les motifs pour lesquels le gouvernement ou la RDC a institué l'état de siège, est-ce qu'on a atteint l'objectif? Est-ce que les solutions sont prises pour qu'aujourd'hui l'état de siège soit levé? Voilà les bonnes questions à cela. Et donc, autant que nous compatissons au malheur qui est arrivé à nos Congolais, Ouazalendou, de cette secte mystico-religieux, etc., mais autant que justement, nous disons que cela ne peut pas être un prétexte pour que, à Kinshasa, dans les états-majors politiques, je ne sais pas, à la primature ou bien dans tel cabinet ou tel autre, ou bien à l'Assemblée nationale, que les gens se saisissent de cet état de cause pour faire des pressions au chef de l'État afin de lever l'état de siège. Là, nous disons non. Merci beaucoup. Monsieur Beledou, je pense que, voilà, Monsieur Pascal aussi, votre avis à ce sujet. 3 minutes et puis on va... En tout cas, merci. Je crois qu'on ne peut que commencer par regretter ce qui était arrivé. C'est déplorable qu'on perde des frères congolais dans des conditions déplorables. Mais en même temps, il faut saluer ici la réaction du gouvernement central qui a envoyé toute une délégation pour activer très rapidement le procès en flagrance. Je crois que d'ici quelques temps, nous aurons l'évolution et on saura qui est condamné à combien de temps, qui a fait quoi, ainsi de suite. Ouazalendo, c'est un groupe d'autodéfense créé pour affronter le M23. Vous savez, le M23, il faut faire le recul. Donc, nous avons d'abord connu le CNDP, après le CNDP, parce que le CNDP, c'est finalement, on va signer l'accord le 23 mars 2009. C'est comme ça qu'en 2011, on va réclamer, en tout cas, le respect de cet accord-là. Ils vont se transformer en mouvement réclamant le respect de cet accord. C'est comme ça qu'ils vont s'identifier, M23. Et en 2012, et de 2012, et ils réapparaissent encore en 2022. 2012, il faut le dire, ils sont entrés jusqu'à Goma, jusqu'en 2013. Et c'est simplement le 12 décembre 2013, lorsqu'on va signer les déclarations de Nairobi, qu'on va mettre un terme, momentanément, de manière provisoire. Et parce que le dossier était toujours là. Et j'ai toujours rappelé aux gens, parce que cet accord a été signé devant le secrétaire général des Nations Unies, notre constitution le dit, les traités accords signés à l'international ont une prédominance sur nos lois. Lorsque le président Tshisekedi vient en fonction, sur la table, on l'a présenté cet accord qu'il était obligé d'appliquer. Lorsqu'il a lu, il s'est rendu compte qu'il ne peut pas, en tout cas, en tant que Congolais, cautionner de telles choses comme ça. Qui avait fait ça? Il faut citer les Tchibanda, il faut citer les Kabyles, ainsi de suite. Donc, le groupe Ouazalendo, l'objectif était au départ plausible. Mais à un moment, ils se sont transformés aux anarcheurs. Ils traquaient les gens parce qu'ils ont créé des barrières. Des barrières au départ, c'était pour contrôler, c'était une bonne chose, mais finalement, ils commençaient maintenant à inquiéter les paisibles citoyens. Ils ont érigé des barrières à partir de Saké. Là, nous sommes au Nord Kivu. Jusqu'à Calais, au Sud Kivu. Et la population en avait déjà marre. On a engagé des débats à son temps. Je m'en souviens, moi je me suis déplacé, comme j'étais au ministère de l'Intérieur, pour ce cas. Mais, on pensait qu'on pouvait les garder comme unité de réserve, en attendant qu'une ordonnance soit prise. Mais il y a eu beaucoup de déviances qu'on ne peut pas, en tout cas, les prendre en charge comme tel par les autorités. C'est comme ça qu'ils sont restés. Mais dans les déviances, c'est comme pas possible. Ce qui est arrivé, comme nous avons dit, nous avons déploré. Mais je crois qu'il faut ajuster les agirs et par les officiers de la police. Merci. Et que ce soit par les officiers militaires. Merci beaucoup. Et donc, non, je suis très d'accord, oui, parce que l'aspect de lever de l'état de siège, c'est un prétexte, n'est-ce pas, qui crée beaucoup de déviances
Et les actes qu'on pose aujourd'hui, c'est juste pour justifier la nécessité de lever de l'état de siège. Mais ce qu'on n'a pas été à mesure de faire avec les militaires, ainsi de suite, vous pensez que nous serons à mesure de le faire lorsque les militaires ne sont pas là? Merci beaucoup, M. Pascal. Donc, et même sont dedans. Et voilà pourquoi ils veulent que cela soit fait pour qu'ils atteignent leurs objectifs. L'objectif est de déstabiliser davantage, n'est-ce pas, la partie Est. Ils sont tous informés de ce qui se prépare déjà sur le plan militaire, nation à l'intérieur, face à ceux-là qui occupent le pays depuis longtemps. Et voilà pourquoi ils se disent, s'ils parvenaient à atteindre l'objectif, à réussir, à les traquer définitivement, c'est nous qui serons perdants. Et voilà pourquoi il faut activer rapidement, n'est-ce pas, des actes qui feraient qu'on lève rapidement l'état des sièges. Monsieur Siméon Isako, votre point de vue? Je pense que Beledou et Pascal ont presque tout dit. Il s'agit simplement d'une instrumentalisation d'un mouvement, du reste qui a été apprécié depuis le départ, parce que Pascal l'a dit clairement, un mouvement qui avait jour pour s'opposer au M23, il fallait lutter, en quelque sorte un mouvement d'autodéfense. Mais avec les années, ce mouvement a commencé à créer de l'insécurité entre le Sud Kivu et entre le Nord et les Sud Kivu. Et donc c'est ce mouvement qui est à ce jour instrumentalisé par ceux qui tiennent à ce qu'on puisse lever l'état des droits. Lever l'état des droits parce que ils ne se retrouvent plus économiquement parlant. Il y a les Rwandais d'un côté, mais aussi de l'autre côté, il y a, il faut le dire clairement, les originaires de la partie Est de notre pays, qui sont habitués aussi à puiser lorsque ça brûle dans cette partie de notre pays. Et donc, il fallait chercher un mouvement pour s'aimer les troubles au sein de la population, passer par cette affaire de la MONUSCO, de sorte qu'on puisse réclamer le départ de la MONUSCO aussi par ricochet, la levée de l'état de siège. Et comme pour ce faire, on retombe sur les Ouazalendo dont nous sommes en train de parler. Et donc, que les autorités se penchent sérieusement sur cette question, parce que c'est un danger pour la sécurité. Ça risque de devenir comme ce que nous vivons aujourd'hui, le phénomène des Kuluna que nous vivons aujourd'hui à Kinshasa, qui est parti de Kinshasa vers le Congo central, et un peu partout. Ça risque comme ça de dégénérer et ça aura des conséquences non calculables. Mais aussi ce que je dénonce dans cette affaire, c'est la communication peu professionnelle du gouvernement congolais. Je vois les ministres de l'Intérieur qui s'est précipité dans sa façon de faire, il faut le dire comme ça clairement, mais aussi les ministres de la Communication. J'estime qu'ils sont allés vite en besogne, ils ont très mal communiqué, ils ont des précisions et ils ont vraiment donné de la matière à leurs détracteurs. Et donc, à ce stade, ils doivent agir très rapidement pour que les officiers qui ont été arrêtés, les militaires qui ont commis des dégâts soient jugés et sanctionnés, parce que nous ne pouvons pas en tout cas cautionner que pour n'importe quelle raison on montre qu'on puisse mettre fin à la vie humaine. Oui, mais parce que Isaka parlait de la communication, je dois déplorer, moi ici, c'est la communication au niveau de la présidence. Je suis en train de m'interroger toujours. Ceux qu'on a nommés comme communicateurs, c'est sur cela la présidence, directeur de quel travail? Parce que pour de telles questions, on aurait entendu un vrai son de cloche de leur part pour fixer l'opinion. C'est pas le gouvernement qui engage... Non, le gouvernement, oui. Mais de l'autre côté, il y a aussi la communication de l'État. Mais je parle devant les gens me suivent. Qui entend le chef parler à travers ses agents? Rien du tout. Et je me pose la question, ces gens ont été nommés là pour faire quel travail? Ils font en toute réalité quel travail? Nous nous posons cette question. Moi, je me la pose chaque jour, mais je n'ai pas de réponse. Je suis totalement déçu. Heureusement que Beledou existe. Heureusement que Pascal existe. Heureusement qu'Isako existe. Heureusement que Joël et Kadé existent. Excusez. Pour communiquer. Heureusement que Bossembe existe. Heureusement et Yale existe, Diana, heureusement que Diane existe, heureusement que Jenny existe. C'est pour si communiquer. ces gens n'existaient pas, ce sont ceux qui communiquent pour le chef de l'État.
faut le dire clairement. Vous n'allez pas citer autre personne, c'est ces gens qui communiquent pour le chef de l'État. Mais en contrepartie, le traitement zéro. Je vous dis le traitement zéro. Zéro, zéro, zéro. Mais ceux-là qui sont là, ils sont assis confortablement, inutilement. Ils ne disent rien. Et visiblement, ils ne comprennent rien, surtout de la communication politique. Et déplorable. Merci et je pense que le chef observe, entend ce que la population dit sur les gens qu'il a nommés au niveau de la présidence dans la direction de la communication. Travail zéro, échec absolu, aucune communication, aucune visibilité. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci beaucoup d'avoir pris part à ce débat. Monsieur Beledou, Monsieur Siméon, Monsieur Pascal. Et Bazo Bakaletate, ça les rattrape petit à petit. Mesdames et messieurs, l'État pas merci Koufaraté d'avoir été avec nous pendant cette semaine. On se retrouve donc lundi prochain avec d'autres invités pour d'autres questions d'actualité. Bon week-end chez vous. Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, Boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites.